Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est apprécié, puis c'était vraiment très instructif, toutes les présentations avant aussi. Donc, avant toute chose, moi, je veux juste préciser que je ne suis pas une chercheuse. Mon angle d'analyse que je peux apporter, c'est surtout relié à la réalité de terrain. Juste comme une petite parenthèse là, pour ancrer un peu ma présentation. Mais sinon, c'est ça. Aujourd'hui, je veux un peu explorer avec vous le concept de justice réparatrice puis son potentiel en tant qu'espace de résilience là, pour toutes les personnes touchées par un crime d'ordre sexuel. La présentation, ça va être, dans le fond, je vais vous présenter la justice réparatrice très brièvement. Des fois, je fais des présentations de comme plus d'une heure juste sur ça, mais je vais m'en tenir vraiment là, très brièvement à ce que c'est la justice réparatrice, si jamais il y en a parmi nous qui sont peut-être moins au fait. Ensuite, je vais parler de la justice réparatrice vraiment en contexte de violence sexuelle. Puis après ça, je vais m'intéresser un peu plus là, aux bienfaits, à, à comment ça peut être un vecteur de résilience puis d'empowerment. Alors, la justice réparatrice, en bref, qu'est-ce que c'est la justice réparatrice? Moi, j'ai sorti deux citations que j'aime bien. Je trouve qu'ils donnent un bon portrait de c'est quoi la justice réparatrice. La première citation, dans le fond, elle vient d'un chercheur, Robert B. Cormier, qui travaille pour le ministère de la Sécurité publique. Et je trouve que c'est une citation qui est un peu longue, je vais vous la lire, mais vous allez voir que c'est assez complet. Puis d'ailleurs, dans le petit encadré bleu, il y a les mots-clés finalement là, qui ressortent de sa citation. Donc, ça va comme suit. La justice réparatrice est une approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le crime en tenant le contrevenant responsable de ses actes, en donnant aux parties directement touchées par un crime, en parenthèse, personnes ayant été victimes, contrevenants et collectivité, l'occasion de déterminer leurs besoins respectifs et d'y répondre à la suite de la perpétration d'un crime, et de chercher ensemble une solution qui permette la guérison, la réparation et la réinsertion et qui prévienne tout tort ultérieur. Donc, c'est ça, je pense que c'est une définition qui est assez complète de ce que c'est la justice réparatrice. Sinon, il y a aussi notre définition à nous, c'est ce qu'on appelle notre raison d'être au CSJR. Le CSJR, c'est le Centre de services de justice réparatrice où est-ce que je travaille. Donc, nous, à un certain point, c'est ça, on a décidé de mettre sur papier, là, c'est quoi notre raison d'être, et ça va comme suit. Réparer la toile humaine grâce à des rencontres improbables, là où des liens de confiance ont été brisés. Alors, plus concrètement, comment ça s'articule la justice réparatrice? La justice réparatrice, c'est un terme parapluie qui englobe plusieurs pratiques. Donc, je les ai listées là, dans le petit encadré en vert. On peut penser à la médiation, on peut penser aussi au programme de mesures de rechange, les conférences, les cercles de guérison. Et il y a aussi, tout à la fin, les rencontres de type crime apparenté. Donc, ça, c'est ce que nous, on fait au CSJR. À quoi ça ressemble? Dans le fond, c'est un espace de dialogue entre des personnes qui ont été touchées par des crimes similaires. Donc, des personnes qui ont été victimes et des personnes contrevenantes, mais qui ne se connaissent pas. Donc, c'est ça la nuance avec la médiation, par exemple, c'est que les personnes qui sont dans ce cercle de parole-là ne se connaissent pas, sont pas touchées par le même crime directement. Le cercle inclut toujours des membres de la communauté. Ces derniers représentent la société qui peut être à la fois victime, puis à la fois peut-être euh, complice du crime. Quand je dis complice, je pense par exemple à un manque de proactivité, se fermer les yeux sur certains enjeux. C'est ce que j'entends par complicité ici. Puis finalement, le dialogue est facilité par deux animateurs facilitateurs. On essaie que ce soit un binôme homme-femme qui sont sélectionnés pour leur qualité humaine et professionnelle. C'est des personnes qui sont formées et mentorées aussi, évidemment. Puis les processus peuvent avoir lieu dans les pénitenciers fédéraux ou en communauté. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. Vraiment notre approche à nous, du moins. Donc, si je fais un résumé, la justice réparatrice, c'est un modèle qui est centré sur les besoins des personnes qui ont été victimes, d'une part, et sur la responsabilisation des contrevenants, d'autre part. Les principes de base, moi, je pense le mot d'ordre, c'est vraiment dialogue. S'il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est dialogue. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont penser à tort que la justice réparatrice,
il y a une injonction à pardonner, par exemple. C'est pas le cas. C'est vraiment un espace de dialogue sécuritaire qui est offert aux personnes qui participent. Qui participent. Aussi, c'est sûr, les personnes sont pas réduites finalement à leur simple statut de victime ou de contrevenant. C'est important pour moi de prendre le temps de souligner que la justice réparatrice, c'est pratiqué depuis très longtemps dans diverses communautés. On peut penser notamment aux communautés autochtones, dans certaines communautés africaines, certaines communautés aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est des communautés qui avaient développé une vision moins punitive puis plus, justement, communautaire de la réparation du crime. Donc, ça, je pense que c'est important de le mentionner aujourd'hui. Voilà. Donc, si on se penche sur la justice réparatrice plus en contexte de violence sexuelle, ben, le CSJR travaille beaucoup avec les problématiques de violence sexuelle. Je dirais même que c'est la majorité là, des processus qui portent sur ces types de délits-là. Tous les types de violences sexuelles, a priori, sont admissibles. Fait qu'on peut penser à agression sexuelle de type pédophilique, hédéphilique, à l'âge adulte, incestueuse, conjugale, de l'exploitation sexuelle, du proxénétisme, de la pornographie juvénile et du leurre, etc., etc. Donc vraiment, n'importe quel type de violence sexuelle peut être sujette à un processus. Euh, un truc qui est important là, de mentionner par rapport à la justice réparatrice en général, mais je pense que c'est d'autant plus important dans les contextes de violence sexuelle, c'est que les personnes qui ont été victimes ne sont pas tenues d'avoir porté plainte pour participer. Je pense que ça répond vraiment bien à la réalité de plusieurs, hein, parce qu'on sait que c'est vraiment pas tout le monde qui porte plainte. De ces plaintes-là, combien de plaintes sont retenues, etc. Fait que je pense vraiment que ça répond bien à la réalité, puis notamment dans les crimes sexuels intrafamiliaux, d'autant plus, là, parce que c'est quelque chose avec quoi on travaille beaucoup. Euh, on peut aussi même travailler avec des personnes qu'on pourrait dire des victimes secondaires, donc qui ont été touchées par une violence sexuelle là, qui a été perpétrée. C'est ça, ils sont la victime secondaire à ce moment-là. Par contre, du côté des contrevenants, on travaille seulement avec des personnes judiciarisées pendant ou après l'incarcération. Ça nous permet de mettre un filet de sécurité, là, parce que c'est des personnes qui vont forcément avoir un petit peu plus cheminé là, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on travaille comme ça. C'est important aussi de savoir que tout le monde est volontaire. Puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment un autre mot-clé. Surtout du côté des contrevenants, là, je pense que c'est important de le mentionner. C'est un processus qui est strictement confidentiel. Nous, on n'a aucun compte à rendre à leurs intervenants. Ils ne reçoivent pas non plus une preuve là, de complétion donc à l'issue du programme. Ils doivent vouloir participer pour leur propre cheminement personnel, s'engager à respecter l'anonymat du processus, la confidentialité, etc. Puis, ben aussi, ben c'est ça, de part et d'autre, là, on demande de fournir une garantie de soutien. Euh, donc, ça vient créer un filet de sécurité là, supplémentaire parce que c'est important que les gens aient du soutien avant, pendant et après. Fait que c'est un petit peu plein de petits points que je pense qui sont importants de mentionner. Je pense aussi que c'est important de dire que nous, du moins, la forme de justice réparatrice qu'on pratique, on est complètement indépendant du système de justice traditionnel. Euh, donc, ça peut être complémentaire à la justice traditionnelle. Ce que j'entends par là, c'est que quelqu'un pourrait décider là, de porter plainte après, par exemple, ça l'empêche pas. Puis d'ailleurs, certaines personnes le font. Mais du côté des personnes qui ont été victimes, c'est ça, ça n'empêche pas une plainte subséquente comme on pourrait penser avec les mesures de rechange, par exemple. Sinon, ben, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que la justice pénale, ça se concentre vraiment sur les violations de la loi. Est-ce que la loi elle a été contrevenue? La justice réparatrice, elle se concentre sur les conséquences du crime. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important, là. Les personnes qui ont été victimes et les contrevenants, là, c'est les acteurs principaux du processus à ce moment-là,
contrairement à, par exemple, en justice pénale, où est-ce que la personne qui a été victime va être finalement témoin là, de sa propre histoire, comme on le sait. Donc là, on est vraiment au cœur du processus. Pas besoin non plus de fournir des preuves, de se justifier. Tu sais, nous, on prend la personne dans sa réalité là, subjective, ou plutôt sa vérité subjective. Donc voilà, vraiment rapidement, un peu la justice réparatrice et les violences sexuelles. Maintenant, si on parle un peu là, de comment ça peut être un vecteur là, de résilience et d'empowerment, ben, je pense je pense que c'est vraiment de plusieurs façons. Puis comme je vous disais au début, tu sais, moi, je suis, j'ai surtout une connaissance sur la réalité terrain, fait que je vais pouvoir vous partager des anecdotes aussi euh, pour, euh, pour venir appuyer ce que je dis. Mais dans le fond, la justice, du côté des personnes qui ont été victimes, la justice réparatrice, ça peut favoriser la résilience en leur offrant un espace d'expression, de validation et de soutien. Donc, les personnes qui ont été victimes, dans le fond, on reconnaît leur souffrance, on les accueille, on les entend, on les respecte, on valide leur expérience. Tout ça, ça contribue notamment à restaurer leur estime de soi. Puis, bien sûr, le processus est encadré, il y a vraiment une formule qui est suivie, mais il y a 100% place à l'expression des émotions, la possibilité de poser des questions, de donner son opinion, encore une fois, de dire sa vérité subjective. Donc, tout ça, ça contribue finalement moi, je pense, la résilience et l'empowerment, surtout quand on le place par opposition à peut-être plus la justice pénale. L'empowerment aussi des personnes qui ont été victimes, je pense, est renforcé parce qu'ils ont un sentiment de contrôle dans ce processus-là. On leur donne un certain pouvoir, pouvoir sur leur propre récit, leur propre processus de guérison. Donc, encore une fois, je fais un parallèle peut-être plus avec les processus judiciaires traditionnels, mais en justice réparatrice, c'est ça, les personnes ayant été victimes, ils ont un contrôle sur le processus puis les décisions qui les concernent. Donc, d'abord, ils ont complètement le choix là, de participer ou non au programme. Encore une fois, toute l'idée de volontaire à ce moment-là. Euh, Peuvent aussi choisir de se désister à tout moment sans aucun problème. Ils ont aussi droit à des petits privilèges, comme par exemple, c'est elles qui vont choisir où elles vont s'asseoir dans le cercle. Des trucs comme si elles vont saluer leur vis-à-vis ou non. T'sais, ils ont vraiment comme, on leur donne des pouvoirs comme ça pour venir rééquilibrer un petit peu, parce qu'on sait que le crime, finalement, ça crée un débalancement de pouvoir. Fait qu'on essaie de venir recréer un certain rebalancement, si vous me permettez. Et ben, je pense que cette autonomie-là, ça renforce leur dignité en tant qu'acteurs de leur propre rétablissement à ce moment-là. Comme je vous disais, pour des exemples plus concrets, tu sais, moi j'ai la chance, c'est ça, de travailler avec avec plusieurs personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Puis c'est vraiment beau de voir le cheminement que ces personnes-là réussissent à réussissent à pas entreprendre, mais de constater finalement ce cheminement-là. Je pense notamment à plusieurs personnes qui ont passé à travers le processus de justice réparatrice et aujourd'hui témoignent dans des groupes en délinquance sexuelle. Donc ça, c'est des groupes, là, notamment, je pense au CIDS, le Centre d'intervention en délinquance sexuelle, qui offre des programmes, là, puis dans un des ateliers, finalement, ils reçoivent un témoignage. Donc, c'est nous qui venons avec les personnes qui ont été victimes pour témoigner. Puis, c'est assez impressionnant. Tu sais, souvent, les gens vont nommer à quel point jamais ils auraient pensé un jour s'asseoir dans cette salle-là devant des personnes qui ont commis des infractions sexuelles, leur raconter leur histoire, avoir un échange. Donc ça, c'est un petit peu comme la poursuite, mais c'est beau de voir, de les entendre parler de toutes les conséquences, toute la reconstruction, puis finalement, ils s'assoient devant eux, puis sont capables de tout raconter ça. Enfin, je le vois quotidiennement, là, cette résilience-là chez ces personnes-là. J'ai aussi sorti une petite citation que je trouvais vraiment chouette, qui est tirée d'une évaluation d'une personne qui a participé à l'automne 2023 dans un processus.
Donc, elle dit, pour moi, les rencontres marquent un tournant dans mon cheminement. Elles m'ont permis de guérir. Je laisse derrière moi une partie très lourde de mon passé. Donc, je trouvais que c'était une belle citation. Sinon, ben, c'est sûr que pour moi, c'est important aussi de parler de l'autre côté de la médaille à ce moment-là, plus les personnes contrevenantes, parce qu'ils font aussi partie intégrante là, du processus. Donc, comment on peut venir susciter finalement de la résilience chez ces personnes-là? Ben, premièrement, en encourageant la prise de responsabilité. Tu sais, je pense que c'est à la base des processus de justice réparatrice en les confrontant directement finalement aux conséquences de leurs actes, ça peut venir contribuer là, à cette résilience-là. Mais surtout, je pense, en offrant des opportunités réelles de tenter, du moins de réparer là, ce que le crime a brisé. Fait que essayer de réparer les préjudices causés par leur crime, contribuer à la réparation humblement là, de leur père. Donc ça, c'est des façons que ça peut venir aussi là, contribuer à la résilience. On peut penser aussi en favorisant la réflexion et la transformation personnelle, parce que c'est un processus qui est confrontant, puis ça favorise, dans le fond, une prise de conscience puis une réflexion qui est vraiment profonde quant à leurs choix puis leurs valeurs. Puis je pense aussi que ça promouvoit la réhabilitation parce que ça donne la possibilité un peu de démontrer que la volonté de la personne de changer puis de devenir un membre constructif de la société. Puis, ben, ça reconnaît de part et d'autre l'humanité de ces personnes-là, comme je le disais, mais ça, c'est vrai aussi pour les personnes qui ont été victimes, de ne pas les réduire finalement à leur simple statut là, de personnes ayant été victimes ou de personnes contrevenantes. Un exemple d'un ex-participant auquel j'ai pensé, c'est une personne qui nommait une grande difficulté finalement à se connecter à ses émotions. Puis il a participé à quand même quelques processus de justice réparatrice. Puis récemment, encore une fois, c'était dans le cadre d'un témoignage, mais il a livré un témoignage vraiment, vraiment empreint là, d'émotions, puis vraiment connecté, puis groundé. Puis je trouvais ça beau. Puis encore une fois, on voyait l'évolution de la personne. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'on peut constater sur le terrain. Puis ben, finalement aussi, je pense que ça l'aide à faire tomber les préjugés, tout simplement. Donc, ça favorise la compréhension, ça offre un espace où les différentes parties peuvent se rencontrer, avoir un dialogue qui est ouvert, qui est respectueux, mais qui est sincère. Euh, on encourage l'écoute active, la compréhension mutuelle. Ça permet aux participants de voir au-delà des préjugés initiaux, puis de développer une perspective plus nuancée des autres personnes. Donc, ça, c'est mes contacts. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez en discuter plus amplement, ça va me faire plaisir. Vous pouvez toujours me contacter. J'ai aussi laissé dans mon PowerPoint plein de ressources là. Si jamais vous voulez pousser un petit peu plus loin, c'est super. C'est plein de ressources intéressantes. Puis je pense que moi, en conclusion, j'ai envie d'inviter là, tout le monde à explorer davantage les possibilités offertes par la justice réparatrice dans la promotion notamment de la résilience et du bien-être là, de toutes les personnes touchées par le crime. Merci.